Bonjour et bienvenue dans le 13e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Alors aujourd'hui, je vous ramène en début d'année et je vous parle de fantaisie, de relecture, de choix, de situations inextricables, d'idées, de vie quotidienne, d'imagination, d'évasion, de premiers romans, de l'influence de la lecture, de plagiat, d'univers, d'organisation et de rythme de travail, de retour de lecture, de dialogue et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le samedi 31 décembre 2022, je continue à travailler sur mon roman de fantasy. Là, je suis en train de relire la dernière version que j'ai écrite. Enfin, je crois que c'est la dernière, puisque j'en ai pas trouvé de plus récente, même si j'ai l'impression qu'il m'en manque une qui serait un peu plus récente. Il me semblait que j'avais un peu plus avancé sur ce roman. Mais bon, ça fait tellement longtemps que c'est vrai que je m'en souviens pas très bien. Cette relecture permet de me remettre l'histoire en tête de manière plus précise, de dénicher toutes les incohérences, les points à éclaircir, d'approfondir mes personnages, de trouver aussi de nouvelles possibilités d'intrigue. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, j'ai imaginé quelque chose que j'avais pas forcément vu lors de la première écriture. Bon, par contre, ce qui me désespère un peu, c'est que c'est tellement mal écrit que tout est à reprendre. Alors, je pourrais juste relire et laisser tel quel, mais en fait, je me sens obligée quand même de faire déjà un petit travail de réécriture tout en relisant, parce que là, on part de très loin. Et puis, de toute façon, comme a priori mon mode de fonctionnement fait que je ne peux pas réécrire un texte de toute pièce que j'ai déjà écrit, je préfère partir d'une base de travail déjà existante, même si elle est mauvaise. Du coup, là, ce que je fais, ça peut m'avancer dans mon travail par la suite. Alors, il y a quelque chose quand même qui est assez compliqué pour moi dans l'écriture, c'est que j'ai du mal à faire des choix. Que choisir entre ces deux solutions ? J'ai peur de choisir la mauvaise, c'est-à-dire celle qui fait que je risque d'être bloquée plus tard dans mon récit parce que j'aurais pas choisi la bonne solution. Sauf qu'il faut savoir que moi, ce que j'aime aussi dans les romans que je lis, c'est que le personnage se retrouve parfois dans des situations inextricables et que je ne vois pas du tout comment il va s'en sortir. Et là où je trouve que les auteurs sont assez géniaux, surtout Robin Hobb, là, elle est assez douée pour ça, c'est qu'ils vont nous apporter une solution à laquelle on n'a pas pensé. Et ça, je trouve que c'est aussi ce qui fait tout le sel d'un roman. Et donc je me dis, si je choisis la mauvaise solution, entre guillemets, parce que je pense qu'il n'y a jamais de mauvaise solution, et que mon personnage se retrouve dans une situation où je suis bloquée, le lecteur lui-même se demandera comment il va faire pour s'en sortir. Et moi, mon rôle en tant qu'autrice, ça va être de trouver comment le sortir de là. Et donc de surprendre mon lecteur. Et c'est là où l'intrigue devient intéressante. Parce que si je n'utilise que les premières solutions, celles qui me viennent les premières à l'esprit, on peut très bien imaginer que le lecteur aura les mêmes que moi. Et donc, si c'est pour écrire un récit attendu, ça va plaire à personne. Le but, c'est de surprendre celui qui lit. J'avais entendu une fois qu'il fallait chercher plusieurs idées, par exemple, essayer de trouver plusieurs fins. Généralement, la première fin qui nous vient, c'est pas la bonne, parce que c'est celle à laquelle le lecteur risque de penser aussi. Il faut imaginer 4, 5, 6 fins pour être sûr d'arriver à quelque chose d'original. Alors j'essaye de m'astreindre à cette idée, même si ça ne m'empêche pas de noter toutes les idées qui me viennent, mais à force de remuer les idées dans ma tête, d'autres arrivent. Hier, toute la journée, je suis restée dans une ambiance créative. Je me suis beaucoup stimulée, et ce qui fait que cette nuit, j'ai rêvé de tous mes romans. Enfin, des 3 romans sur lesquels je travaille en ce moment, à savoir l'Inde de Soulage, l'essai comique sur les hommes de ma vie et ce roman de fantasy. Je sens que ça travaille. Pour l'essai comique, par exemple, j'avais changé la sœur pour qu'elle devienne un frère. Je pense que je vais revenir à la sœur. Tant pis si c'est un peu proche de ma propre vie. Je suis beaucoup plus à l'aise avec cette sœur et elle me manque. Au pire, je pourrais toujours faire lire la version à ma sœur, savoir ce qu'elle en pense. J'en ai déjà parlé à ma mère de mon cas de conscience par rapport à une scène en particulier. Et ma mère n'avait pas l'air de trouver ça si grave. Et surtout, elle ne se souvenait pas de ce dont je parlais. Alors, bon, sans doute que ma sœur, elle s'en souvient, mais
peut-être pas comme moi je l'ai vécu. Donc peut-être que elle, ça passera complètement inaperçu. Cet événement, ou que ce sera pas grave de le révéler. Enfin, je sais pas. Il faudrait que je lui fasse lire pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense, sans lui donner la raison pour laquelle il faudrait qu'elle le lise. Parce qu'évidemment, si je lui dis, écoute, j'ai un peu peur de révéler des choses que t'as pas forcément envie qu'on sache, etc., elle va être attentive à ça et elle va forcément trouver des choses qu'elle n'aura pas envie que je révèle, alors que si elle le lit comme un roman lambda, ça se trouve, elle va pas du tout faire le lien avec elle, quoi. Apparemment, ça arrive souvent. Il y a des auteurs qui reprennent des gens de leur entourage qui mettent dans leur roman et ces gens-là ne se reconnaissent pas du tout dans ce qu'ils ont écrit. Bon, l'inverse est aussi possible. Hein. Et puis, en ce qui concerne l'Inde de Soulage, je pense que ce qui manque, même si j'en suis pas bien sûre, c'est la backstory de mon personnage d'Olivia. Elle est pas claire, en fait. Elle se confond avec ma propre vie. Il y a des choses qui sont similaires, d'autres pas, et c'est confus. Et puis peut-être aussi, il faudrait que j'explique pourquoi je tiens tant à ce roman. Pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle j'avance, je me souviens plus quand est-ce que j'ai commencé à relire et réécrire cette énième version de mon roman de fantasy. Ça fait quelques jours, ça fait pas très longtemps. Mais là, aujourd'hui, j'en suis à la page 28 sur 152. Ça va, il est pas trop long pour une fois. Sachant que mon texte fait 458 141 caractères, espace compris, ce qui revient à 79 517 mots. C'est pas énorme, hein. C'est pas un gros projet, c'est pas un projet aussi gros que l'Inde de Soulage. Mais c'est déjà conséquent. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai travaillé de la page 21 à la page 27, ce qui n'est quand même pas énorme. Je vais essayer de faire un chapitre par jour. Mais des fois, j'arrive même pas à faire un chapitre. Mes chapitres sont un peu plus longs que dans l'Inde de Soulage. Ils font tous une dizaine de pages environ. Le mardi 3 janvier 2023. J'avoue que ce matin, j'aurais bien continué à écrire, mais bon, je suis appelée par les choses de la vie quotidienne. J'ai d'autres choses à faire. En fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué parce qu'en ce moment... finalement, je pourrais ne faire que ça, comme si j'étais une autrice professionnelle. Sauf que je me laisse régulièrement happer par la vie quotidienne, détournée par tout ce qu'il y a à faire. Parce que, évidemment, comme l'écriture n'est pas mon activité principale, enfin, en ce moment, c'est mon activité principale, mais ce n'est pas celle qui me permet de gagner ma vie, je suis obligée quand même de garder une petite place pour le reste. Même si je pense que quand on a un projet comme ça, qui est celui de vivre de sa plume ou vivre de son art, il faudrait mettre toute son énergie, toute son attention là-dessus. Mais j'arrive pas à le faire. Là, c'est le début d'une nouvelle année, j'ai envie de faire plein de choses et du coup, je ne peux pas me concentrer à 100% à l'écriture. Alors, de temps en temps, je vais m'autoriser quand même une journée comme ça. L'idéal, ça serait pouvoir le faire dès que j'en ai envie, comme aujourd'hui par exemple, mais là... Comme il y a eu les fêtes, j'ai pas trop eu le temps de me concentrer sur toutes les choses que j'avais à faire et donc du coup j'ai pris pas mal de retard. Donc là maintenant il faut que je me remette à faire tout ce qu'il y a à faire. En attendant, ce matin j'étais très contente de ma séance parce que non seulement j'ai réécrit un chapitre en changeant deux personnages dont la place n'était pas légitime dans ce chapitre-là. Donc j'ai inventé un nouveau personnage. Je m'amuse beaucoup en fait dans ce texte, à laisser libre cours à mon imagination que je n'ai plus tellement utilisée depuis un certain temps puisque mon écriture était beaucoup basée sur mes souvenirs. Là, je ne travaille qu'avec mon imagination et c'est tout à fait un autre processus qui est assez jubilatoire, j'avoue. Et ensuite, j'ai continué à relire et à corriger en même temps. Et là, j'arrive dans une scène où mon personnage visite les lieux dans lesquels il est arrivé. Et alors là, je m'éclate à lui faire découvrir l'endroit. Mais alors par contre, petit point négatif, c'est que depuis quelque temps, depuis que je suis revenue d'Inde, comme je le disais la dernière fois, j'essaie de plus prendre de café. Et en fait, dès que je me réveille tôt, il y a toujours un moment de ma séance où je commence à bâiller aux corneilles, comme si je m'ennuyais terriblement. Je pense que quand même, quelque part, même si c'est très jouissif de faire cet exercice, ça doit puiser beaucoup d'énergie en moi, je pense. Et du coup, il y a un moment où je fatigue et la fatigue prend le dessus sur ma concentration. Et là, du coup, ce matin, de nouveau, j'ai repris du café, une tasse de café et je suis repartie.
Mais c'est un peu chiant parce que ça agit un peu comme une espèce de drogue alors que j'aimerais pouvoir m'en passer pour écrire. Alors, ces derniers temps quand même, je m'en suis pas mal passée. Enfin là, ce matin par exemple, j'ai commencé à travailler à 6h30, je me suis levée vers 6h15. Comme ça faisait un moment que je m'étais pas levée si tôt, mine de rien, je ressens un peu les effets de la nuit plus courte. Même si dans ces cas-là, généralement, j'essaye de me coucher tôt pour pouvoir être en forme le lendemain matin. Sinon, ça sert à rien de se lever tôt pour être complètement HS toute la journée. À la base, je pensais ne pas être du matin, mais en fait, si je me couche tôt, quand je dis tôt, c'est-à-dire qu'à 10h, c'est extinction des feux, donc c'est très tôt quand même, par rapport aux horaires que j'avais avant. Et comme j'aime beaucoup travailler le matin très tôt, parce que c'est des moments où on n'est pas happé justement par la vie quotidienne, où on sait que notre téléphone ne va pas sonner, il ne va pas y avoir de notifications, etc. Bon, sachant que par contre, je ne regarde pas mon téléphone au réveil. Je le laisse en mode avion jusqu'à ce que j'ai terminé ma séance d'écriture. Comme ça, je ne suis pas du tout tentée. Comme ça, si on m'appelle, je ne suis pas dérangée. Les gens, la plupart des gens, de mes proches, de mon entourage, savent que le matin, je ne suis pas joignable. Alors certes, il peut se passer quelque chose. Mais bon, je veux dire, si je l'apprends 3 heures plus tard, ça va pas changer grand-chose en même temps. Comme ça, cette extinction de toute perturbation extérieure me permet d'être très concentrée et d'avancer de manière efficace sur mon texte. Ce que j'aime dans la fantaisie, c'est de pouvoir m'évader dans un autre monde. Et le fait d'en créer un, il y a quelque chose d'assez jubilatoire. Parce que là, on fabrique son propre rêve. Le but, c'est juste de partager mon propre rêve et que mon lecteur puisse s'évader dans un autre monde. Il n'y a pas d'autre objectif dans ce roman-là. Alors, j'essaye de bien l'écrire, de me servir de ce que j'ai appris pour l'Inde de Suraj et mes autres textes, et tous les podcasts et les interviews d'auteurs que j'ai pu écouter. Je sais qu'avec ce texte, je n'obtiendrai pas le prix Goncourt, je ne serai peut-être pas bien considérée par l'intelligentsia parisienne, mais c'est pas le but. Avec ce texte, c'est vraiment de pouvoir donner la possibilité de s'évader à un lecteur et moi-même de m'évader dans un univers construit de toutes pièces. Et puis même de retravailler mon imagination qui a été un peu mise à mal, je pense, ces dernières années, en me concentrant sur des textes qui avaient beaucoup d'ascendance biographique. Je suis en train de me rendre compte d'une chose. Si on me posait la question combien de romans t'as écrit, je serais incapable de répondre parce que pour moi, ça dépend ce qu'on entend par écrire un roman. Si on parle juste du premier jet, des romans, j'en ai écrit plein, même jusqu'à la fin. Ne serait-ce que mon tout premier roman, quand j'avais 10-11 ans, il fait 232 pages, je suis allée jusqu'au bout. Après, je l'ai retravaillé, et j'ai fini par l'abandonner. Donc, quelque part, je le considère pas comme abouti. Et puis après, il y en a eu beaucoup d'autres. Je serais pas trop capable de compter ceux pour qui j'ai été jusqu'au bout du premier jet. Mais je crois qu'il y en a un sacré paquet. J'ai souvent tendance à parler de l'Inde de Suraj comme mon premier roman, mais en fait, derrière, il y a toute une série de premiers écrits qui n'ont pas été aboutis. En fait, je parle de mon premier roman parce que celui-là, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout. Et vous voyez, je dis essayer parce que encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que je l'ai terminé. Parce que comme il y a toujours des défauts, j'estime qu'il n'est pas complètement abouti, qu'il lui manque quelque chose, quoi. Et que je pourrais continuer à travailler dessus. Mais bon, je crois que c'est un petit peu général, ça. Je suis pas la seule à ressentir ça. Je ne sais pas comment on peut être fier de son roman, en fait. À moins que des fois, on arrive à aboutir à peu près à ce qu'on recherche, ou alors c'est avec l'expérience, on sait plus ou moins qu'on se rapproche de ce vers quoi on tendait au départ, je sais pas. Je verrai, je vous en reparlerai d'ici une 20aine d'années. Et à la question, est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur ? Alors clairement oui. Étant donné que je ne suis pas publiée, l'écriture peut être considérée encore comme un hobby. Les gens de mon entourage, ils se disent pas c'est sûr elle va devenir écrivain. Ils se disent elle adore écrire, qu'elle continue. En attendant, il faut quand même qu'elle trouve un boulot pour gagner sa vie. Tant qu'une activité ne nous rapporte pas d'argent, c'est un hobby. Même si cette activité, on l'a fait de la façon la plus professionnelle qui soit. J'ai vraiment le sentiment que la publication en maison d'édition, toujours la même chose, me permettrait de me débarrasser un petit peu de mon syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, je me sens débordante d'énergie et de créativité.
La preuve en est même par ma séance d'écriture du matin qui a duré 5 heures. C'est quand même pas si souvent que ça soit si long. Généralement, ces derniers temps, depuis que je ne travaille plus, c'est plutôt une moyenne de 4 heures, ce qui est déjà pas mal en fait. Il y a bien des auteurs qui vivent de leur plume qui se contentent de 4 heures d'écriture par jour. Si je me base par exemple sur les dires d'Amélie Nothomb, elle écrirait 4 heures par jour. Bon, elle est peut-être aussi beaucoup plus efficace que moi, mais peu importe. Je pense que des fois, il y a un quota de capacité au-delà duquel on peut difficilement aller, et je pense que c'est d'autant plus dur quand on ne vit pas de sa plume, parce qu'évidemment on est happé par les autres choses de la vie. J'adore être dans cette ambiance parce que du coup j'écoute beaucoup de podcasts qui parlent d'écriture. Là je suis en train de découvrir le podcast de Margot de Seine, Les mots raturés, et ça m'inspire plein de réflexions, toujours aussi intéressantes, qui me font réfléchir par rapport à mon propre travail d'écriture, par rapport à mon propre cheminement. Donc c'est assez passionnant, ça résonne. Et puis du coup, ça me donne envie aussi, là, de m'enregistrer. Le fait aussi de savoir que je vais reprendre mon podcast, j'ai envie de reprendre aussi les enregistrements qui vont avec, partager mes réflexions au quotidien, et puis rester dans cette ambiance un peu créative, de réflexion autour de l'écriture. J'ai l'impression que ça me nourrit. Donc là, vous voyez, il est plus de 14h, presque 14h30. Je viens tout juste de prendre ma douche, j'ai pas encore mangé depuis ce matin. Et je me sens pleine de créativité. Bon, j'ai 10 000 trucs à faire aujourd'hui et j'ai un peu pris du retard par rapport à mon planning. Mais en tous les cas, je suis dans une effervescence propice à la création. Et ça me plaît beaucoup. Parce que j'ai l'impression, quand je suis dans ce mood-là, que tout est possible. Que si je continue sur cette voie, je vais forcément arriver à quelque chose et qu'un jour, je vivrai de ma plume. C'est très rare que je sois dans cette dynamique-là, mais quand ça arrive, il faut que j'en profite. Le jeudi 5 janvier 2023. J'ai souvent entendu dire, enfin souvent, pas tant que ça, mais j'ai plusieurs fois entendu dire des auteurs qui préféraient ne pas lire quand ils écrivaient par peur d'être influencés par leur lecture. Moi, si je faisais ça, je ne lirais plus, donc déjà, c'est pas possible puisque j'écris tout le temps. Et l'autre chose, c'est que moi aussi, je suis influencée par mes lectures, mais c'est plutôt dans le bon sens. Par exemple, là, je suis en train de relire L'Assassin Royal de Robin Hobb. Et ça m'inspire énormément pour le roman que je suis en train d'écrire, le roman de fantasy. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de m'y remettre à cette écriture. J'ai un peu peur d'ailleurs que si je me replonge dans de la littérature blanche, j'ai moins envie de travailler à mon roman de fantasy. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mais en même temps, le fait de lire plein de romans qui sont dans le genre que j'écris, je peux déployer mon imagination dans n'importe quelle direction, mais je peux aussi parfois... Si je sens que des choses ressemblent un petit peu trop au livre que je lis, changer la manière dont je dis les choses. Par exemple, à un moment, j'ai mon personnage, il doit signer quelque chose, et je disais que quand il commençait à écrire avec le stylo, il était pris d'une douleur intense, parce qu'en fait, le stylo prenait de son sang pour signer ce qu'il avait à signer. Et là, clairement... Ça m'évoque Harry Potter de façon sans le moindre doute. Donc j'ai un peu changé la scène parce qu'évidemment c'est pas possible de faire du plagiat. Donc il peut y avoir une certaine influence et puis après c'est à nous de transformer les choses pour que ce soit original. Sinon c'est du copiage, ça n'a pas grand intérêt. Le but quand même de la fantasy, c'est de pouvoir explorer un nouvel univers qu'on a créé de toutes pièces. Moi-même, ce qui m'amuse le plus, c'est d'inventer des nouveaux peuples, pas les êtres classiques qu'on peut voir dans d'autres romans de fantasy, comme les dragons, les elfes, etc. Moi, j'ai envie d'inventer des personnages qu'on voit pas forcément ailleurs. D'ailleurs, là, en retravaillant le texte, je me rends compte que là où ça pêche, ce n'est pas tant au niveau de l'intrigue, mais c'est vraiment au niveau de la construction de mon univers. Il va falloir que je travaille énormément ça. Le dimanche 8 janvier 2023. Bon, je suis désolée s'il y a des interférences sonores, je ne suis pas chez moi et peut-être que la qualité de mon son sera un petit peu moins bien que d'habitude parce que je n'ai pas tout mon matériel habituel avec moi. Ceci étant, j'arrive quand même à préserver des petites plages d'écriture en matinée, un peu plus d'1 heure à chaque fois. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Je travaille toujours sur mon roman de fantasy et je suis en train de me dire qu'il va falloir que je mette de l'ordre dans toutes les versions que j'ai conservées.
parce que en fait je m'y perds complètement. Ça ne m'étonne pas que j'ai fini par abandonner ce roman parce que j'ai pas tellement bien organisé mon travail d'écriture et de construction de mon univers, et ce qui fait que c'est un peu le fouillis, et il va falloir que j'ordonne tout ça pour savoir quelles sont les versions en double, quelles sont les toutes dernières versions, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir relu un extrait il y a pas très longtemps d'une scène en particulier, et c'est cette scène que je suis censée écrire à présent, sauf que impossible de remettre la main dessus. J'ai déjà cherché sur tous mes disques durs, je l'avais au moins en quintuple, le dossier de ce roman. Et en même temps, j'ai l'impression de ne pas trouver les dernières versions. Donc ouais, il va falloir que je fasse un travail d'ordonnance de mes différents écrits pour pouvoir me repérer, parce que là, c'est un peu le gros bazar. Le jeudi 12 janvier 2023. Je viens de passer l'après-midi avec mon ami qui a lu l'essai comique sur les hommes de ma vie, et donc il m'a fait ses retours et on en a beaucoup discuté. Alors déjà c'est intéressant puisque c'est un homme de 54 ans qui a lu ce texte qui n'est absolument pas le genre de lecture auquel il est habitué. Ce que je retiens de notre discussion, c'est qu'il a eu énormément de mal à plonger dans la première partie de mon roman. Je dirais les 70 premières pages. Alors moi, je dois avoir un problème avec mes débuts de roman, parce que c'était un petit peu pareil pour l'Inde de Suraj. Ma mère, elle s'était ennuyée pendant les 70 premières pages. Et puis d'un coup, il y a eu un déclic. Et la fin de mon roman lui a bien plu. Alors ce qui est quand même assez drôle, c'est que la fin de mon roman est beaucoup plus fictionnée que le début. Donc peut-être que ça joue. Et puis en fait, j'ai voulu être synthétique pour aller vite. C'est-à-dire que je suis beaucoup dans les explications, dans les descriptions, et on ne vit pas les scènes avec mon personnage. C'est trop synthétique, et finalement, je ne fais pas vivre les émotions de mon personnage à mon lecteur. Et là, je ne sais pas comment lui faire vivre des émotions tout en étant synthétique. Parce que j'ai l'impression que si je développais chaque histoire, chaque anecdote dont je parle dans ce roman, je fais encore un roman de 300 pages, quoi. Je me dis, il faudrait peut-être que j'écrive autour de mon roman pour savoir vraiment ce que j'ai envie de dire. Quel est le propos que j'ai envie de faire passer, approfondir mes idées par rapport à ce texte, peut-être mon idée générale, ou alors chapitre après chapitre, tourner un peu autour du pot sans forcément rentrer dans le texte lui-même. Je ne sais pas du tout comment améliorer le début de mon texte. Il a commencé en me disant qu'il ne lisait pas du tout ce genre de livre, qu'il classe un peu dans les romans un peu légers, plutôt pour les jeunes adultes. Donc lui, il m'a redit qu'il fallait que je détermine la cible, mon lecteur cible. Toute la première partie, on ne sait pas trop à qui je m'adresse, en gros, parce que lui, il trouve que c'est plutôt un ton pour les ados, voire jeunes adultes, mais qu'en fait, la manière dont je tourne mes phrases, c'est pas non plus adapté à eux. Donc finalement, je me contredis dans le fond et la forme. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle travailler. Moi, j'ai vraiment envie d'en faire un roman pour adultes. Sauf qu'en effet, la forme que ça a pris, c'est plutôt la forme d'un young adulte. Et pourquoi j'ai envie d'en faire un roman pour adultes ? Parce que si ça s'inscrit dans une série de romans, ça sera un peu bizarre que le premier tome soit pour les young adultes, voire les adolescents, et que la suite soit pour les adultes. Parce que je pense que plus on va avancer dans l'âge de mon personnage, plus ça va aller vers les adultes. Lui, ce qui lui plaît le plus, ce sont les moments où il y a du dialogue, où on rentre dans les scènes, où on ne survole plus l'histoire, et où il y a des scènes un peu plus construites. Je commence mon roman comme une espèce de catalogue sur tous les hommes qui ont jalonné la vie de Pomme, même si je rentre un petit peu dans les détails, je m'étends pas sur la question. Et donc lui, il a eu un peu peur de cette espèce de catalogue, il avait peur que ça dure tout le long du roman. Pour le moment, les titres de chapitres prennent le nom d'un garçon. J'avais envie que chaque chapitre soit le nom d'un garçon. Bon, c'est pas forcément plausible parce que sinon il y aurait des chapitres redondants. Donc à chaque fois qu'il voyait apparaître un nouveau garçon, au fur et à mesure, il appréhendait, il avait l'impression qu'on allait repartir dans une autre histoire. Voilà, il me dit beaucoup trop de personnages au début. On s'y perd un peu parce qu'ils sont pas tellement identifiés, parce qu'ils reviennent jamais au cours du récit. Et donc du coup, leur présence n'est pas hyper intéressante. Je pense que ce qui est perturbant, c'est que au début ça commence comme si je voulais faire mes mémoires. Et après, on rentre dans le roman. Mais du coup, mon roman, il est vraiment en deux parties, quoi. Une partie un peu genre mémoire, rétrospective sur ma vie, et une partie plus romancée, plus fiction.
Et les deux ne s'accordent pas déjà. Et puis pareil, ça se ressent aussi dans le ton de l'histoire. Au début, je suis plutôt drôle, et puis après, ce ton disparaît au fur et à mesure. Et je reprends ma voix classique, à mon avis, celle que j'utilise plus pour l'Inde de Suraj. Et puis à la fin, il y a encore une petite note comique qui rappelle le début, mais entre les deux, j'ai complètement perdu ce ton-là. Donc je pense que ça, ce ton, soit je travaille tout mon texte comme ça et j'essaye d'aller dans ce sens-là, soit j'abandonne cette voie-là pour quelque chose de plus... un ton un peu plus classique, mais qui correspond plus à mon ton personnel. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on comprend pas trop mon second degré. Alors peut-être que là, c'est lui, à titre personnel, qui ne l'a pas compris, parce que je fais beaucoup d'autodérision par rapport au recul avec lequel elle écrit son histoire de quand elle était petite. Et puis on le prend pas forcément comme tel, quoi. Donc lui, voilà, il pointait le doigt sur un des faits qu'il faut que j'éclaircisse, c'est à qui je veux m'adresser. Et être très clair par rapport à ça, ne pas perdre mon lecteur cible de vue. Finalement, ce que j'ai voulu faire pour aller plus vite avec le côté synthétique, ça dessert mon roman. Parce que je suis pas dans le vif du sujet, je survole. Je survole des thématiques, mais je fais pas vivre des émotions à mon lecteur. Alors par contre, un point positif, c'est que dans la deuxième partie, on rentre dans l'histoire et on est pris par une espèce de suspense où on a envie de savoir ce qui va se passer. Et ça, je le maîtrise apparemment plutôt bien. Alors c'est marrant, il a beaucoup comparé le ton du début de mon texte à Émile Ajar, alors ça me fait bien plaisir. Et il parlait notamment de son livre Gros câlin, et que c'était un peu dans le même genre d'humour, etc. Mais sauf qu'en fait, on perd ce style au fur et à mesure du texte. Donc c'est un petit peu le problème. C'est ce que je pensais, de toute façon, je sentais bien que cet humour s'étiolait au fur et à mesure que je rentrais dans l'histoire. Donc du coup, c'est pas aussi drôle que j'aurais aimé. Il m'a dit que ça pouvait être touchant, mais c'est pas tellement drôle. Au début, je suis dans le trop-plein d'informations et ça empêche de rentrer dans l'histoire. On a l'impression que je ne sais pas où je vais. Et puis en plus, c'est trop long. Et donc il me donne quelques exemples. À un moment, par exemple, je parle que mon personnage principal et ses copines sont amenés dans le bureau des professeurs, 3 professeurs les reçoivent et donc je dis le nom de chaque professeur avec leur fonction, sauf qu'après, à part un des 3, on les revoit plus dans le texte et donc du coup, j'ai peut-être pas besoin de préciser quels sont ces 3 professeurs. Je pense que tous les personnages secondaires, ils sont pas assez bien incarnés. Ça tourne beaucoup autour de mon personnage principal et en fait, les personnages secondaires sont comme des faire-valoir pour mon personnage principal et ça marche pas très bien. Il y en a beaucoup trop, du coup le lecteur s'y perd, il s'attache pas. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors c'est marrant parce qu'il y a une anecdote que je raconte dans le début de mon roman qui est tirée de ce que j'ai pu vivre et qui ne lui a pas paru très crédible, alors que c'est exactement tel que moi j'ai vécu les choses. Donc ça c'est assez drôle. Et alors par contre, des scènes totalement fictionnées lui ont paru beaucoup plus crédibles. Pour lui, clairement, il n'y a pas assez de dialogue, mais bon, je crois que c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup les dialogues. Et ça, je pense que c'est vraiment important de faire attention à la présence des dialogues dans un texte, parce que c'est pas la première personne que j'entends qu'il a besoin de dialogue. Lui, par exemple, quand il lit un chapitre, il regarde s'il y a beaucoup de dialogue ou pas. Moi, j'ai tendance aussi à faire la même chose. J'aime pas quand il y a des pavés de texte sur des pages et des pages. Franchement, j'appréhende un peu à la lecture. J'aime quand c'est interrompu par des dialogues. Et ma mère, elle me disait aussi que quand elle choisissait un roman en librairie, si elle ne savait pas du tout de quoi ça parlait, la première chose qu'elle regarde, c'est s'il y a beaucoup de dialogue ou pas. Plus il y a de dialogue, plus ça va l'inciter à acheter le texte. Donc je pense que ça rythme le roman et qu'il faut faire très attention à ça. Oui, puis alors il a relevé un de mes plus gros défauts, c'est que souvent j'additionne 2 ou 3 phrases pour dire la même idée. Encore une fois, j'ai le même travers dans ce texte. J'ai tendance à être redondante, à tourner autour du pot, au lieu d'aller droit au but. Mais ça, c'est aussi un peu mon problème, c'est-à-dire que quand je fais mon premier jet, je suis dans la recherche de l'idée que j'ai envie d'exprimer, et donc je vais écrire tout un paragraphe autour d'une idée, en tâtonnant un petit peu pour essayer d'être le plus clair possible. Et en relecture, j'ai tendance à me laisser emporter par l'histoire, et du coup à ne plus voir ce genre de redondance. Et puis à aimer plusieurs des phrases que j'ai écrites et donc ne pas faire de choix entre elles parce que j'ai l'impression que chacune va apporter un élément supplémentaire, mais sauf qu'en fait, pour un lecteur, ça devient un peu lourdingue et c'est comme si je le prenais trop par la main. Il m'a beaucoup reproché trop de descriptions. Et puis par rapport à la fin, il me disait que ça manquait quelque chose. Il manque une prolongation, une petite prolongation, pas besoin de faire 3000 pages, mais une petite prolongation à ma fin. Même si la fin telle que je l'ai écrite, c'est bien qu'elle reste telle qu'elle, mais
Ça manque un peu d'un espèce d'épilogue qui pourrait conclure un petit peu plus loin que là où ça s'arrête. Donc peut-être qu'il faudrait que je mette des éléments de mon tome 2 à la fin, plutôt que de m'arrêter là où ça s'arrête. Alors il était pas trop chaud non plus pour le prénom de mon personnage. Mon personnage s'appelle Pomme et c'est vrai que je suis pas hyper satisfaite non plus. J'avais trouvé ça comme nom parce que, je sais pas, un jour, je marchais ou je sais plus ce que je faisais, mais peu importe, et me sont venues des rimes avec la sonorité de POM, les pommettes hautes, les pupilles pluvieuses, les lèvres pulpeuses, etc. Et enfin, je m'étais amusée à faire un espèce de poème un peu descriptif autour d'un personnage. Et le prénom qui rentrait en résonance avec ces sonorités, c'était le prénom de Pomme. Mais c'est vrai que qui appellerait sa fille Pomme, franchement ? Je veux bien qu'une chanteuse s'appelle Pomme, mais c'est un nom d'artiste. Qui peut s'appeler Pomme ? Donc je suis pas sûre de rester sur ce prénom, il faut que je trouve un autre prénom. Et puis à la fin, il concluait en disant que je savais quand même écrire un roman, que je mérite de trouver ma voix, mon style, ma patte, qu'il y avait une certaine facilité d'écriture. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec la facilité d'écriture, même si j'ai largement progressé par rapport à mes débuts dans le domaine. Mais oui, en effet, je cherche encore mon style. Et la preuve en est avec ce roman qui est tiraillé dans plein de directions. Bon, ces retours étaient vraiment très intéressants, ils me donnent matière à réflexion. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas du tout dans l'essai comique, je suis toujours dans mon roman de fantasy, et puis ça me plaît bien ce travail autour de mon roman de fantasy, d'être que dans l'imagination. J'avais envie de revenir sur ce terrain-là uniquement. Je trouve ça compliqué de travailler avec la matière autobiographique pour en faire une fiction, parce qu'à la limite, si je voulais en faire un récit, ça serait encore un autre travail. Mais moi, j'aime me servir de ma matière autobiographique comme base d'un roman. Et c'est là où c'est pas facile. Pour conclure, j'adore ce genre d'échange autour de création. C'est passionnant de pouvoir parler comme ça autour d'un texte qu'on a écrit avec une personne extérieure. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Des partenaires d'écriture avec qui on puisse échanger, avec qui je puisse échanger autour de nos textes. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.